Chaque matin du lundi au vendredi lorsqu'il sonne 7h30 chez nous, mais également chez vous, c'est l'heure de notre rendez-vous. Alors, madame, messieurs, téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour Annie Sokma, et voilà, merci Neibero, merci de nous rejoindre ce matin pour l'aventure Bonjour le Faso. Depuis d'ailleurs lundi, nous vous présentons le musée de l'eau donc de Moutili qui est situé dans le village de Kwada, et aujourd'hui on va recevoir le promoteur du musée de l'eau qui rencontre des difficultés aujourd'hui avec ce musée-là. Il faut rappeler que ce musée est un espace à ciel ouvert où Monsieur Alassane Samoura a justement collecté des objets en lien avec l'eau, mais également donc le côté immatériel en lien avec l'eau. Aujourd'hui, il rencontre des difficultés parce que une partie de la parcelle du musée a été découpée et vendue. Aujourd'hui, c'est une affaire qui est en justice. On va en parler tout à l'heure avec le promoteur de ce musée de l'eau. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Bien avant ça, vous aurez la revue de presse avec Alphonse Ouedraogo. Et plus tard, nous parlerons d'un livre intitulé Le Repère. Donc, un jeune qui écrit pour parler de repères de l'Afrique. On va découvrir le livre ensemble dans cette émission. Voici planté le décor de l'émission d'aujourd'hui. Merci de nous renouveler votre fidélité. Nous prenons la direction du village de Kwada pour débuter l'aventure. Et c'est parti pour la rubrique à la découverte. Partons à la découverte du musée de l'eau de Moutili. Et puis voilà, pour la suite, nous continuons avec les témoignages de la semaine et nous allons continuer à écouter le promoteur de ce musée. Il s'agit de M. Alassane Samoura qui nous parle d'ailleurs des difficultés que rencontre ce musée. Au niveau du Burkina, on n'a pas de grands bassins versants qui retiennent les quantités d'eau énormes qui tombent. Et ça coule sur d'autres pays et c'est dommage pour notre pays. Et c'est un peu ça la difficulté. Le musée de l'eau n'est pas un musée privé, c'est un musée associatif, beaucoup plus dans sa forme d'association. Elle travaille à ce que l'eau soit perçue comme une forme communautaire de gestion intégrée au niveau des populations. Donc c'est un musée associatif. Donc d'abord c'est parti d'une idée personnelle, mais nous sommes allés sur la base associative pour nous donner un peu plus de chance d'étendre un peu notre réseautage avec d'autres personnes ou d'autres musées. Et c'est pour ça que le musée existe. Alors le musée, j'allais dire qu'il est plein de difficultés. La première difficulté que nous avons, c'est les questions du financement. Nous n'avons pas de financement, c'est extrêmement difficile pour nous. Avant, on avait même des visites, mais malheureusement, avec les deux situations qu'on a connues, le terrorisme et la Covid, ça a diminué un peu nos visiteurs. Et ça fait qu'on n'a pas un taux de fréquentation très élevé, mais quand même on en reçoit. On en reçoit de temps en temps, surtout les week-ends. Il y a beaucoup de familles qui viennent nous rendre visite au niveau du musée. Donc la première difficulté, c'est la difficulté financière. On n'a pas de mobilisation de ressources financières. La deuxième difficulté qu'on a, c'est notre espace qui est convoité par des personnes qui sont rentrées dedans et qui nous ont découpé 2 hectares sur lesquels nous sommes en train de... Nous querellons actuellement en justice pour cette question. Et ils sont venus nous prendre 2 hectares sans motif, j'allais dire avec des papiers qui ne sciaient pas. Et nous pensons que nous allons combattre cette action-là. C'est d'abord un patrimoine culturel. Et si des gens viennent pour en couper de l'espace avec la bénédiction des services de l'environnement de Samba pour dépecer des espaces ici, et des arbres de plus de 10 ans, de 15 ans pour les revendre à des gens et occuper l'espace pour morceler et vendre à des immobiliers, moi je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on voit de près, quoi. Donc on ne peut pas donner raison à des gens qui pensent que la vente des parcelles, c'est le sport le plus favorisé qui permet d'avoir de l'argent. La culture est au-dessus de toutes ces choses-là. Et c'est ça qu'il faut dénoncer et c'est ça qu'il faut combattre. Nous avons, depuis octobre, confronté à ce genre de problème et nous n'allons pas baisser les bras parce que nous allons continuer à mettre le combat, même si ça va prendre le temps que ça va prendre. Nous allons mener le combat parce que c'est le combat qui va être mené. Les doléances qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment que au niveau
du peuple burkinabé qu'on comprenne que ce musée, c'est d'abord un musée du Burkina Faso. C'est le seul musée qu'on a de l'eau en Afrique, à plus celui du musée du roi du Maroc. Nous sommes les premiers dans la sous-région, même en Afrique. Nous avons besoin que les gens aient un regard attentif sur le musée. Regard attentif, ça veut dire quoi? C'est d'intéresser, c'est d'apporter leur contribution. Qui pour une citation, qui pour un bidon d'eau, qui pour, bon, je sais pas, pour un objet en rapport avec l'eau, c'est toujours une contribution énorme. Donc le musée, c'est ça. Il faut qu'on fasse de ce musée un patrimoine national. C'est ça le plus important pour nous, qu'on comprenne que ce n'est pas un musée d'un individu ou d'une seule association, c'est d'abord un musée national, un patrimoine national burkinabé que nous devons porter tous vers la culture du donner et du recevoir. Voilà un peu ce que j'ai comme message à donner à mes compatriotes, aux décideurs, aux hommes de culture, parce que c'est important qu'on se batte pour que ce musée puisse rayonner. Le musée est situé à Moutili, dans un quartier qu'on appelle Moutili, dans le village de Kouada, non loin de la grande voie de contournement, qui est en train d'être faite. Et les conditions d'accès, nous sommes ouverts tous les jours, mais généralement nous sommes ouverts aussi à la demande. Et les conditions d'accès, c'est que les gens peuvent venir. Nous ne sommes pas sur des questions de tickets d'entrée, ce n'est pas le plus important pour nous. Parce que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va apprendre ensemble et qu'est-ce qu'on peut développer ensemble. Et souvent, ces contacts-là sont plus importants que le prix d'un billet d'entrée au musée. Quand on a un visiteur qui, après, peut nous faire des contacts pour nous permettre de faire des levées de fonds ou bien entériner certains projets, je pense que ça, c'est plus important que les tickets d'entrée, quoi. Et puis, bon, les tickets d'entrée, vous savez que les musées, ce n'est pas ça qui va faire grandir un musée. Hein. C'est un peu une goutte d'eau dans la mer. Donc, musée ouvert à tout le monde, parce que c'est un musée de l'eau, c'est le musée de la vie. Et comme tout le monde boit de l'eau, nous invitons tout le monde à venir visiter le musée et apporter le musée. Je rappelle justement que cette semaine, nous sommes installés au musée de l'eau de Moutili pour vous faire découvrir ce musée qui valorise ce liquide précieux qu'est l'eau. Pour la suite de cette émission, nous allons feuilleter les journaux ensemble. Alphonse est bien installé, on y va pour la revue de... Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nkiema, bonjour à toutes et à tous. Nous débutons par Le Pays. Oui, ce quotidien de 1200 logements, le journal Le Pays, qui nous apprend ce matin, perturbation du réseau Internet. Des citoyens réagissent et Morin Yamombe, député de Wakatsera, affirme qu'il y a eu plus de peur que de mal. Pendant ce temps, Saïda Doumbia, chargée de communication, elle affirme c'est comme si la vie s'était arrêtée. C'est à lire dans le journal Le Pays. Toujours dans ce quotidien, on peut lire période de chaleur, des conseils diététiques pour y faire face, c'est à lire à la page 13. Les échos du front sont à lire à la page 11 du Pays. Et sur ce sujet, le journal écrit détachement du pont Nakambe. Le chef d'état-major général de la gendarmerie nationale remonte le moral de ces éléments. Dans la rubrique Révélation, le journal écrit secteur de la santé. Voici les doléances de la Ligue des consommateurs burkinabé au ministre de la Santé. Le journal Le Quotidien affiche ce matin lutte contre la criminalité urbaine. 3 réseaux de présumés malfrats démantelés à Ouagadougou. Sécurisation des infrastructures. Le chef d'état-major de la gendarmerie visite le détachement basé au pont Nakambe. Collecte des taxes dans les marchés avec Psychotax, le processus est désormais électronique. Gestion de la période de pointe. Selon les prévisions, il n'y aura pas de délestage, déclare donc le secrétaire général de la Sonabel. Le journal Citoyen nous apprend ce matin nappe de poussière au Burkina. Nous allons vivre cette situation encore les 72 heures à venir, déclare donc Deloinde Isaac Yamero, ingénieur prévisionniste. Communication électronique et poste, l'ARCEP échange avec les acteurs judiciaires.
Cadre régional de dialogue de Haut-Bassin, plus de 44 milliards de francs CFA investis en 2023 dans la région. C'est un autre titre du journal. Dans sa rubrique On murmure, le journal citoyen écrit Ouagadougou, des riverains inquiets d'une construction dangereuse. Tenkodougou, il détourne un malade qui meurt, s'alarme le journal. Réélection de Vladimir Poutine, le capitaine Ibrahim Traoré adresse ses félicitations. Lutte contre la criminalité urbaine, 3 réseaux de présumés malfrats démantelés, nous apprend le journal. Commune de Ouagadougou, une plateforme numérique de recouvrement des taxes lancée, écrit le journal citoyen. Passons avec ce quotidien aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une situation alimentaire et nutritionnelle 5 147 924 tonnes à engranger dans la campagne agro-pastorale 2023-2024. Le ministère en charge de la culture et de la communication réalise un taux de 95,2% dans l'évaluation donc des contrats d'objectifs 2023, nous apprend le journal. Restauration de la peine de mort en RD Congo, le sermon des approbateurs de l'Église catholique, écrit le journal. Et toujours dans ce quotidien, on peut lire hausse de la demande en énergie électrique au Burkina Faso. La Sonabel échange avec les acteurs, la société civile et les journalistes à Koudougou, écrit le journal. Terminons avec le journal L'Observateur Palga qui barre à sa une le président du CSC à l'Obs en attendant les états généraux de la communication et des médias. Dépression postpartum, ceux qui vivent avec des femmes déprimées sont des hommes à risque. C'est une déclaration du professeur Aruna Ouedraogo, psychiatre. Toujours dans ce quotidien, on peut lire Union régionale des entrepreneurs agricoles de la Boko de Mohun. Le bureau dénonce une gestion opaque d'anciens dirigeants. Explication sur les coupures d'électricité. La Sonabel ouvre son circuit aux journalistes, écrit le journal. Merci bien Alphonse pour la lecture de ces différents titres. Nous passons à présent à la phase commentaire. Nous nous intéressons au premier sujet concernant l'évaluation des membres du gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces évaluations? Alors, retenez donc que de façon globale, ça a été donc un exercice très satisfaisant selon le secrétaire général de la primature, Abdou Salam Gampine, dans ses explications de façon globale, les contrats d'objectifs qui étaient donc affectés au ministre après donc évaluation. Il a été indiqué que 84% ont été donc obtenus comme un taux de réalisation de ces contrats d'objectifs. Ça veut dire que chaque ministère, en ce qui le concerne, a pu donc faire un effort. Et dans ce cas, il a été précis en disant que au moins 20 sur 6 contrats d'objectifs, ces 6 contrats d'objectifs-là, ont donc connu une réalisation de plus de 90%. Et sur 20 contrats d'objectifs, nous avons donc obtenu entre 80 à 90% de taux de réalisation. Ce qui est satisfaisant, selon donc le secrétaire général de la primature, parce que c'était donc un exercice qui va donc aider les différents ministères à pouvoir bouger, à quitter d'un point A à un point B. Et ce travail concerne donc la période de 2023, c'est-à-dire de début 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Donc c'est cette fourchette-là, cette période-là de réalisation des différents ministères qui a été donc passée, qui est passée au pain fin. Et on est arrivé à ce résultat, jugé donc satisfaisant de façon globale. Alors, est-ce que justement cet exercice n'est pas... Bon, c'est une première du gouvernement qui l'aime. Est-ce que c'est bien fondé selon toi? Oui, ce n'est pas donc une première parce que l'année dernière, ce travail a été donc fait. Et avec bien sûr les difficultés que nous connaissons,
quand on sait que dans certains ministères, les difficultés diffèrent d'un ministère à un autre. Quand vous prenez par exemple un ministère comme le ministère des infrastructures, qui a donc la charge de construire des routes, de construire des pistes, ainsi de suite. Je pense que dans certaines contrées, par exemple, où il y a l'insécurité, même si vous le voulez bien, c'est difficile parce qu'il y a l'insécurité. Donc même si vous aviez donc l'objectif de travailler dans telle ou telle zone, avec l'insécurité, c'est difficile. Et c'est pareil aussi pour certains ministères, quand on sait que l'insécurité touche beaucoup de ministères, ça veut dire que nécessairement, il y a des ministères qui ne vont pas pouvoir faire le travail comme il le faut, même s'ils le veulent, compte tenu donc de cette difficulté-là. C'est pour cela que dans ces explications, le secrétaire général a été donc précis, qu'il faut reconnaître que les difficultés diffèrent d'un ministère à un autre, donc on ne peut pas les comparer avec les mêmes moyens, avec le même schéma, parce que c'est un peu différent. L'un dans l'autre, ce qu'on retient est que ce travail qui n'est pas une première a permis donc aux différents ministères de pouvoir bouger, parce que l'année dernière, ce qu'on a pu constater comme difficultés, comme des erreurs, je pense que cette année, beaucoup ont évolué dans leur réalisation, dans leur façon de faire. Il faut aussi noter qu'au-delà de ces contrats d'objectifs affectés au ministère, le Premier ministre, pendant donc une évaluation à mi-parcours en août 2023, il a donné aussi des instructions. Au moins 84 instructions ont été données. Et ces instructions-là devaient donc se greffer au contrat d'objectifs qui était déjà connu et affecté au ministère. Et ces instructions ont aussi connu donc une réalisation acceptable parce que sur 84 instructions ou 87, je crois que c'est au moins 71 instructions qui ont donc été exécutées et réalisées. Donc ça aussi, ça a été donc une réalisation d'au moins 84,2% comme en tout cas résultat obtenu. Donc voyez-vous donc c'est important ce travail et ce travail selon le secrétaire général vise donc à permettre aux dirigeants, au gouvernement de pouvoir se projeter pour l'avenir. Quand on sait que en arrivant à réaliser en obtenant ce résultat-là, nous avons eu des difficultés. On peut donc se baser de ces erreurs pour aller de l'avant. Et ça a été donc une invite du Premier ministre qui l'aime, qui a demandé au ministre, par exemple, d'avoir des initiatives personnelles au-delà des objectifs, des contrats d'objectifs qui sont donc affectés à ces ministres-là. Il faudrait que chacun essaie d'avoir des initiatives. Il faudrait travailler aussi à rapprocher le public des usagers. Et il faudrait être en collaboration, en étroite collaboration avec aussi la population parce qu'on travaille pour la population. Bien sûr. Alphonse, est-ce que cet exercice aussi ne vise pas à étoffer le discours de politique générale du Premier ministre? Bien entendu, quand on sait que début avril, le Premier ministre va aussi se prêter à cet exercice qui est donc de prononcer son discours d'orientation politique. Lors de ce discours-là, bien entendu, il a besoin des éléments. Il va d'abord présenter certainement la situation, mais il va surtout, sur la base des éléments concoctés à travers donc cette évaluation, se donner donc une vision pour le pays, se donner des perspectives, se donner donc un objectif pour que le pays puisse bouger. Je pense qu'on ne peut pas faire ce travail-là sans quand même passer au peigne fin de ce qu'on a pu réaliser et ce qu'on a promis, qu'est-ce qu'on a pu réaliser, qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions faire mieux que ce qui a déjà été fait. Donc c'est un travail qui prépare le Premier ministre à pouvoir être beaucoup plus à l'aise quand il sera donc face à la représentation nationale. Donc ce travail était important parce que ça lui donne quelque chose
ça le ragaillardit devant donc la représentation nationale, parce que ce sont des éléments qu'il va utiliser, ce sont des éléments qui vont donc étoffer son discours, un discours qui doit donc donner de l'espoir au peuple burkinabé malgré la situation dans laquelle nous vivons. Je pense que le Premier ministre, pendant donc son discours, doit donc se comporter en ce Messie que nous cherchons. Deuxième sujet, on s'intéresse maintenant à cette collecte des taxes dans les marchés. L'outil de collecte est appelé Sycotax. 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 Oui, c'est une nouvelle trouvaille des autorités parce que c'est une plateforme numérique qui permet donc de collecter les taxes au niveau des marchés, mais de façon électronique. Au lieu de prendre l'argent directement, la maman ou le papa qui va, qui a son point de commerce, qui est au marché, donne ce qu'il doit donner journalièrement. Et en même temps, dès que vous donnez, sur le champ, on vous donne un reçu. Ça ressemble à ce que l'ONEA ou la SONAVEL fait, ceux qui arrivent à payer de façon électronique, leur facture, quand vous payez, on vous donne donc une quittance sur le champ. Ça veut dire que à travers donc cette plateforme, il n'y aura plus de perte d'argent. Le recouvrement doit être honnête parce que c'est électronique et ça va directement. Et ça permet aussi de connaître combien on a pu collecter. Il ne peut pas détourner cet argent. Oui. Donc, en tout cas, c'est une évolution qu'il faudrait donc apprécier. Et parce qu'à travers cela, je ne crois pas qu'il y a des gens qui puissent faire du truchement désormais parce que c'est bien connu. On connaît le nombre de personnes qui se trouvent au marché. On connaît pratiquement combien on peut avoir à peu près par jour, par mois et l'année. Donc je pense que c'est une plateforme numérique qui va aider les autorités à pouvoir engranger beaucoup plus de ressources pour bien sûr le développement du pays. Moi, la question que je me pose, quels sont les marchés concernés pour Ouagadougou par exemple? Alors pour cette phase pilote, il y a au moins 4 marchés qui sont donc concernés. Je retiens qu'il y a le marché du théâtre populaire, la cité Ande bien sûr. Il y a d'autres marchés comme Bascu et autres qui certainement sont concernés. Mais l'objectif ici est d'étendre cette plateforme-là dans tous les marchés de Ouagadougou pour que le travail soit vraiment efficace. Bien sûr, après cela, il y aura donc des analyses qui seront faites pour évaluer le travail. Qu'est-ce qu'on a pu faire comme travail, combien on a pu collecter, quelles ont été donc les difficultés, qu'est-ce qu'il faut pour vraiment réussir avec donc cette plateforme numérique de collecte de taxes. Je me demande, c'est quoi l'utilité aussi pour le commerçant alors? Alors l'utilité c'est quoi? Quand vous êtes à jour de paiement de vos taxes, comprenez que vous allez être beaucoup plus bénéficiaire. Un marché qui arrive à renflouer les caisses de l'État, un marché où les commerçants sont à jour du paiement de leurs taxes, comprenez que des réalisations peuvent être faites au grand bonheur de ce marché d'abord, parce qu'il y aura des infrastructures en termes d'hygiène, en termes de toilettes, en termes d'aménagement, en termes de sécurité. Donc c'est utile pour le marché, l'entretien, et c'est utile pour les commerçants, quand on sait que récemment, plusieurs marchés ont donc connu la visite des bandits, des marchés donc volés, saccagés. Donc tout cela, c'est pour dire que si on n'a pas de ressources, si on ne contribue pas à remplir les caisses de l'État, on n'a pas là où puiser des ressources financières pour aider les commerçants à pouvoir sécuriser leur marché, à pouvoir mettre l'hygiène dans le marché pour éviter des maladies, à pouvoir mettre de l'ordre dans les marchés. Je pense que les commerçants sont les plus gagnants avec cette nouvelle plateforme numérique de collecte de taxes. Et les commerçants doivent se donner parce que je crois que quand on paye ces taxes, quand on est à jour, on est en droit maintenant de revendiquer quoi que ce soit à l'autorité. En tout cas, le Conseil national de l'économie informelle est une partie importante pour ce qui concerne cette plateforme-là. Tout à fait, parce que le recrutement des personnes
hein, qui doivent se promener au niveau des marchés là pour collecter ces taxes. Je pense que dans cette phase de recrutement, le Conseil national de l'économie informelle, avec son président Salif Nekema, a beaucoup contribué. Non seulement pour la communication, pour mobiliser, pour appeler les gens à déposer les dossiers, hein, jusqu'à arriver donc au recrutement. Je pense que quand on parle aussi des marchés, ben, vous ne pouvez pas mettre de côté le Conseil national de l'économie informel, ce qui veut dire qu'il a été un acteur important, hein, dans l'aboutissement de ce processus, hein, jusqu'aujourd'hui. Je pense que c'est à saluer. Toujours est-il que pour que les gens comprennent, et certainement les gens du secteur informel vont toujours continuer à sensibiliser les commerçants, qu'ils comprennent que ce n'est pas contre leurs intérêts, mais c'est pour aider davantage les commerçants qui sont dans ces marchés hier, qui ont besoin vraiment et qui ne cessent même de demander la sécurité pour leur marché, qui ne cessent de demander l'hygiène pour leur marché, hein, beaucoup de choses. Donc je pense que c'est ensemble avec cette plateforme numérique de collecte de taxes, ça va aider beaucoup. Et surtout que c'est un travail qui va se tendre non seulement au niveau des marchés du KDO, mais ça va aller dans toutes les 13 régions du Burkina, parce que c'est une vision nationale, mais c'est une phase pilote qui commence avec 4 marchés à Ouagadougou. Bon, moi, la grande question que je me pose, hein, Alphonse, est-ce que pour une plateforme numérique, les commerçants vont s'en sortir? Oui, ils vont s'en sortir parce que... Non, parce que... La manipulation électronique. Non, puisqu'il y a des agents qui se promènent avec un outil, hein, cet outil numérique. Là. Vous donnez vos 25 francs, en même temps on analyse et puis on vous tend un ticket. Okay. Donc, plus personne ne peut de toute façon, les taxes se payent au marché. Donc, le changement, c'est en fait parce que ça sera... Voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter comme auparavant. Les gens viennent avec des tickets ou après ça, des gens peuvent fuir avec l'argent. Non seulement l'État, l'autorité est rassurée que les taxes collectées iront là où elles doivent être. Et non aussi, ceux qui payent leurs taxes sont rassurés qu'ils ne jettent pas leur argent. Ok. Merci bien, Alphonse, pour ces sujets développés. Merci à vous également, mais on reste ensemble jusqu'à 9h. Tout à l'heure, nous allons recevoir M. Alassane Samora, promoteur du musée de l'eau. Mais bien avant ça, nous allons découvrir les couleurs du temps. À Ouagadougou, on annonce encore une vague de poussière. Donc, c'est l'occasion de vous inviter à vous protéger mieux parce que voilà, la nappe poussiéreuse va se poursuivre quelques jours encore. En attendant, découvrons les couleurs du temps de ces quelques vies d'affaires également. Nous sommes avec Monsieur Alassane Samora. Il est promoteur du musée de l'eau et sociologue de formation, il faut le rappeler. Bonjour Monsieur Samora. Bonjour Madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci, toujours ravi de vous rencontrer. Également, et ça fait justement quelques temps que vous êtes passé sur notre plateau. Nous, cette semaine, on a décidé de faire un clin d'œil au musée de l'eau. Donc tout au long de la semaine, on va parler de ce musée-là. Et alors, on sait que vous êtes passionné de la question d'eau et vous continuez à vous battre pour ce musée-là. On va parler des difficultés tout à l'heure. Mais à la base, c'était quoi votre vision quand vous avez décidé de lancer le musée de l'eau? Ma vision, c'était qu'il faut, dans un pays désertique, notre pays comme le Burkina, où vous connaissez tous le problème d'eau, il fallait quand même que les gens aient une bonne connaissance de l'eau. Il faut que les politiques ou les politiciens aient une bonne approche de la question de l'eau. Il faut que les populations aient une bonne appréhension des questions de l'eau. Donc c'est partant de ça que moi, en tant que sociologue, ayant travaillé plus de 25 ans dans le domaine, j'ai essayé de valoriser ce qu'on va appeler le patrimoine matériel et immatériel de l'eau. Oui. Alors le patrimoine matériel, c'est tous les objets, les ustensiles, les récipients qu'on va prendre pour enlever l'eau, c'est-à-dire l'exode de l'eau, le transport de l'eau, le stockage de l'eau et la consommation de l'eau. Le patrimoine immatériel, c'est toutes les chansons, les mythes, les récits, les légendes qu'on peut avoir sur l'eau. Donc, c'est de rassembler tout ça dans un espace pour montrer un peu à la face des Burkinabés, dans un premier temps, l'importance de l'eau et à la face du monde entier, la place que le Burkina occupe dans la lutte pour la préservation de l'eau et de l'environnement. Je pense qu'aujourd'hui, on peut saluer notre pays pour ça parce qu'on a fait de grandes avancées sur la question. Je pense qu'on va revenir dessus.
Le Burkina, quoi qu'on dise, on est très désertique, mais on a quand même de l'eau souvent pour les populations. Je ne dis pas tout le temps, mais on peut dire qu'il y a une satisfaction de façon générale. Je viens d'un pays, dans le Maghreb tout à l'heure, où c'est vraiment très très dur. Ils n'ont pas de l'eau à tout moment. Donc, quand il y a de l'eau, il faut préserver cette eau-là et surtout la respecter, ne pas gaspiller. Le musée de l'eau, vous l'avez dit, c'est le côté matériel et le côté immatériel. Comment vous collectez en fait ces objets exposés au musée? Je sais que pour le côté immatériel, ce sont vos connaissances et puis les recherches. Oui. Mais comment vous faites la collection aussi? La collection, elle se fait de façon continue, c'est-à-dire que nous faisons les marchés, nous rentrons dans les marchés qu'on va appeler les yards et tout, et on regarde un peu tout ce qu'il peut y avoir comme calebasse, par exemple. Vous savez que nos marchés sont regorgés de calebasses, des jarres, des canaries, à diverses utilisations qu'on peut prendre. Donc on fait de la collection par achat. Et ensuite, la deuxième collection, c'est les dons. Il y en a qui nous apportent des choses d'eux-mêmes, parce qu'ils ont vu un peu l'importance de mettre un objet à l'abri des intempéries et qui pensent qu'en mettant ça aussi au niveau du musée, c'est une grosse contribution pour la valorisation du patrimoine. Ça, c'est la troisième collection, la deuxième collection plutôt, que l'on fait. Donc voilà un peu les deux types de collections qu'on a au niveau du musée. Mais ça marche très bien, ça marche très bien. L'achat est assez intense et les dons aussi sont très multipliés parce qu'il y a beaucoup de gens, même dans les villages, qui nous appellent pour nous dire on a un canari pour vous, on a une jarre pour vous, on a une puisette traditionnelle pour vous, on a une puisette à peau de chèvre pour vous. Ça, c'est vraiment... On a pu voir ça quand on a visité le musée. Ah, voilà, et puis l'espace des différents types de pompes. Des anciennes pompes voilà, et autres. Oui, les anciennes pompes, on en a 47 000 modèles de pompes, dont la plus vieille est de 1932. Vous voyez que c'est quand même, ça fait beaucoup d'années. Donc on a 47 modèles de pompes qu'on va appeler le parc de pompes et des robinets, parce qu'on a aussi les robinets qui font partie de cet espace-là. Donc il y a des pompes où l'État nous a aidés à les acquérir par le biais du ministère de l'eau en son temps, et à travers les mairies, les différentes mairies qu'on avait pu contacter. Donc on a pu avoir quelques pompes. Je profite aussi pour lancer un appel à toutes les mairies qui ont encore des anciennes pompes usagées qui sont par divers elles. Si elles peuvent nous mettre ça à notre disposition, ce serait bien. Donc on a 47 modèles de pompes, mais sur chaque pompe, il faut dire qu'il y a une histoire, une géographie, une sensibilité, un message. C'est ça le plus important. Ce n'est pas de mettre la matière ou le matériel posé, mais il faut donner tout ce qu'il y a comme explication autour de ça. Et le musée de l'eau a été créé en 2005, même si c'est un musée dont le site a connu quand même des déplacements. Vous avez été à Lumbila, ensuite à Saba et aujourd'hui à Motili, donc dans le village de Kouada. Pourquoi en fait le déplacement? En fait, pour avoir un espace muséal réel, ça n'a pas été facile pour nous. Il a fallu faire un peu de progression dans la recherche de l'espace. Donc on a commencé à Lumbila, non loin du barrage, mais on était dans un petit espace très réduit qui ne répondait pas du tout aux normes muséales. Bon, mais on a quand même eu des gens qui ont essayé, au niveau administratif, qui ont été très tolérants pour nous comprendre, parce qu'ils ont vu qu'on était dans la passion de faire quelque chose, et on a été accompagnés. Alors donc, de Lumbila, on a essayé de trouver un espace dans la commune de Lumbila. On n'a pas pu avoir, on voulait quand même entre 5 et 10 hectares. Bon, Lumbila, il faut dire que c'est une zone périphérique de Ouaga, et il y a une surcharge démographique énorme, et il y a une emprise des populations sur l'espace, donc c'est compliqué d'avoir un grand espace à Lumbila. Donc on a essayé, on n'a pas pu. Non, mais on l'a pu avoir au niveau de Samba, dans le village de Moutili dont vous venez de parler. Je vous remercie de bien connaître bien l'histoire de ce musée. Félicitations à vous, madame. Alors, donc, on est arrivé à Moutili, on a pu avoir 10 hectares sur lesquels on a commencé à travailler. D'abord, première chose, il fallait trouver de l'eau. Le ministère de l'eau nous a aidé à faire un forage qui fonctionne jusqu'à présent. Je vous parle de 2013 en son temps. Et avec ce forage, maintenant, on a commencé à planter des arbres, essayer de délimiter et tout.
Et voilà un peu comment on est arrivé. Et après, on a eu la chance d'avoir ce qu'on appelle la grande voie de contournement. C'est une voie d'accès qui permet facilement d'arriver au musée parce que avant qu'on ait la voie de contournement, on était en plein broussailles. Donc l'accès était très difficile. Bon, Dieu faisant bien les choses, on a eu la grande voie de contournement et on a 400 mètres de la voie de contournement. Et c'est là-bas qu'on a installé le musée sur une superficie de 10 hectares. Oui. Et on va parler maintenant des difficultés. Et c'est quand vous arrivez là-bas aussi que... C'est pas que vous n'aviez pas de difficultés, mais les difficultés vont s'accentuer. Monsieur Samoura, alors, à l'heure actuelle, je sais qu'il y a même un dossier en justice. À l'heure actuelle, c'est quoi le véritable problème du musée de l'eau? C'est la question foncière. On a d'abord, sur les 10 hectares dont je viens de parler, on a eu 2 personnes qui sont venues du village. Ils nous ont prélevé 2 hectares et ils ont vendu à une personne. Et quand la personne voulait faire les papiers normalement, c'est avisé qu'il a été dupé. Et il est venu nous voir pour dire « Ah, je me rends compte que j'ai même prélevé sur votre espace. » Alors, donc, on a échangé, on s'est compris sur la question. C'est les mêmes 2 personnes encore qui sont revenues encore prélever 2 autres hectares. Et avec la complicité d'un agent de la mairie de Saba. Alors là, on a dit, bon, c'est un peu trop, avec même les responsables coutumiers. Nous sommes allés faire les échanges parce que j'ai voulu qu'il y ait la voie du dialogue et des palabres pour qu'on puisse se comprendre. Palabres pas dans le sens négatif, quoi. Dans le sens de la conciliation et de la réconciliation. Donc on allait voir le chef de Moutili, qui est le propriétaire foncier, plus le chef de Kwanda ici, effectivement, qui a une emprise coutumière sur l'espace. Avec lui, avec les 2, on a pu échanger. Et ils ont reconnu leur tort et ils ont dit, bon, on va céder la parcelle. Bon, le temps qu'on se parle sur la question de cession, l'acheteur a revendu la parcelle à quelqu'un d'autre. Donc, on va dire dans le jargon, il a pris la patate chaude, il a donné à quelqu'un, plus chaud. Alors, cette personne ayant pris la parcelle, a découpé tout l'espace des 2 hectares là, et il les a morcelés en quoi 20 mètres et 250 mètres carrés, 300 mètres carrés, il en a vendu comme ça plein, et sur cet espace-là. Bon, donc du coup, on a été confronté à ce problème où on ne peut plus faire un schéma d'aménagement normal dès l'instant où on a des bailleurs qui voulaient même nous aider à investir dans cet espace, qui nous ont dit, ah, s'il y a des problèmes de différents fonciers, nous, on ne peut pas investir. Et ça, c'est normal. Parce que l'idée, actuellement, le musée est à ciel ouvert, il n'y a pas de clôture. Votre objectif, c'est pouvoir même clôturer ce musée. C'est ça. En fait, c'était vraiment de vouloir clôturer les 8 hectares qui nous restaient sur les 10. Oui. Alors, donc, on était sur cette démarche de clôturer et on allait voir des bailleurs qui voulaient bien nous aider. C'est dans ce laps de temps qu'on est venu nous prélever encore les 2 hectares. Okay. Par les mêmes 2 personnes encore. Alors là, on a dit non, c'est trop. C'est là qu'on a esté en justice. Et actuellement, le dossier en justice, ça fait la 8e fois que je vous parle parce que jeudi dernier, on a essayé de juger, on n'a pas pu. Mais je pense que demain, jeudi, Inch'Allah, ce serait jugé parce que c'est là qu'on a retenu le dossier pour la journée de jeudi demain. Donc, on espère que là, ça pourra être jugé. Et on attendra les conclusions de la justice. À la base, quand vous arrivez à Moutili, comment vous obtenez l'espace de 10 hectares d'origine pour établir le musée de l'eau? Alors, pour obtenir l'espace, on est passé par des responsables coutumiers de Lumbila qui nous ont amenés vers les responsables coutumiers de Moutili. Okay. On n'est pas rentré comme ça, les yeux fermés, acheter pour acheter. Mais moi, je suis sociologue, je connais un peu toute la démarche qu'il faut, quoi. Donc, on a suivi l'itinéraire coutumier pour qu'on puisse avoir l'espace. Donc, il y a eu des pourparlers, des échanges. On a expliqué un peu ce dont on voulait faire. Donc, les propriétaires coutumiers de Lumbila, ayant discuté avec les propriétaires coutumiers de Moutili, ont accepté de nous pas vendre, j'aime pas trop le terme vendre, mais de nous céder, moyennant compensation financière, les 10 hectares. C'est comme ça qu'on a pu commencer à payer. À installer quand même. D'abord payer, mais avant de payer, on a fait venir un cabinet
un cabinet topographique pour aller vérifier les espaces, les délimitations pour voir. Moi-même, en tant que sociologue, j'ai fait une petite étude pour voir s'il n'y avait pas des tombes, des fétiches autour de tout ça, parce qu'il ne faut pas aller se mettre dans des choses après, ça va vous faire des réveils voilà, inimaginables. Donc, on a pu faire cette démarche-là. On s'est assuré que coutumièrement, les choses sont normales. Et on a demandé aux coutumiers aussi de faire ce qu'ils pouvaient faire pour qu'on soit vraiment installé dans les normes voilà, coutumières de la zone. Tout ça, ça a été fait. Alors, c'est comme ça qu'on a pu maintenant payer le montant qu'il fallait pour qu'on puisse aller sur cet espace-là. C'est sur la base de tout ça, sur le plan coutumier, sur le plan administratif, j'allais dire, cadastre qu'on a pu voir avec le topographe, qu'on a pu rassembler les deux documents et maintenant essayer de faire les démarches au niveau de la mairie pour faire ce qu'on va appeler l'APFR. Maintenant, on est parti pour faire l'APFR à la mairie de Sava. On s'est rendu compte que le montant qu'on nous demandait, c'était trop. Ils demandaient 1 million par hectare. Alors, on a trouvé que c'était un peu trop pour nous. Et même à 8 hectares déjà, ça nous faisait 8 millions. Alors 8 millions en son temps, franchement, je vous avoue qu'on ne pouvait pas l'avoir. Donc on a dit, bon, on va patienter. Peut-être que les choses coutumières vont... Le foncier va peut-être décanter parce que ça commence à être un boom. Et si ça a un boom, il faut forcément que ça éclate. Et le jour où ça va éclater, bon, on verra comment les choses vont se passer. Mais on ne peut pas prendre 8 millions, aller mettre surtout qu'on n'avait même pas on n'a pas de ressources financières. Donc on a patienté. Voilà un peu comment on a pu... obtenir. Voilà. D'abord à la base 10 hectares, ensuite parce que 2 hectares ont été découpés, vendus, donc vous les êtes retrouvés avec 8 et aujourd'hui avec 6, on va le dire. Mais est-ce que après avoir découpé ces hectares de votre parcelle d'origine pour revendre, est-ce que actuellement il y a des gens qui ont construit sur le terrain, en fait sur votre terrain découpé? Non seulement les gens ont construit, mais avant ça, il faut dire qu'il y a un problème plus grave. On a constaté que le deuxième acquéreur a défriché tous les arbres qu'il y avait sur le site. Et ça m'a fait très mal. Je suis même allé voir le préfet en son temps pour lui dire, il faut qu'on... D'abord, là, je suis allé voir l'environnement de Sava pour dire, venez constater, il y a quelqu'un qui est venu découper tous les arbres sur le site. Bon, l'environnement a été réticent à un moment donné. J'ai insisté auprès du préfet pour que le préfet fasse ce qu'on appelle une réquisition. Donc, de facto, l'environnement était obligé d'aller faire le constat sur le terrain. Mais on nous a sorti 20 tricycles de bois mort pleins sur ce site-là. Et ça m'a fait très très mal. Est-ce qu'on ne peut pas faire de la construction ou on ne peut pas faire de l'immobilier en préservant les arbres? Voilà une grande question. Est-ce qu'on ne va pas... Parce que vous allez trouver des arbres là-bas qui sont là-bas il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et en 20 minutes, on découpe ces arbres pour pouvoir mettre... C'est même pas pour construire, ils délimitent dans l'espoir de revendre encore ces espaces-là. Certains ont construit quelques maisonnettes, mais ce n'est pas dans l'intention de s'installer, c'est pour revendre encore. C'est ce qu'on va appeler la spéculation foncière. Oui. Donc c'est ce qui s'est passé là-bas. Donc le site du musée a été objet de spéculation foncière. Et ça, c'est très grave. Et l'environnement a été complice dans ce sens où l'environnement a permis à des gens de venir couper de l'espace sans les sanctionner. Et ça, je trouve ça vraiment dommage pour un pays désertique où nous, au musée de l'eau, on est en train de faire ce qu'on appelle les musées éco-citoyens. C'est-à-dire qu'on plante toujours des arbres. Tous les visiteurs qui viennent au musée plantent un arbre. En tout cas, c'est intéressant et puis c'est aéré, comme on le dit. On respire mieux au musée de l'eau. Alors, M. Samoura, à l'heure actuelle, vous l'avez dit, le dossier est en justice. Demain aura lieu donc certainement le procès parce qu'il y a eu des renvois. Qu'est-ce que vous espérez? Non, on espère seulement que justice soit faite. Si la justice est faite, qu'on nous retrésonne notre espace pour qu'on puisse quand même permettre aux bailleurs de fonds de nous aider à investir sur cet espace. Ce musée, c'est devenu un patrimoine national aujourd'hui. Même au niveau international, nous sommes reconnus par l'UNESCO. On fait partie de ce qu'on appelle les réseaux mondiaux des musées de l'eau. Il y a 103 musées de l'eau dans le monde. Et nous sommes le premier musée de l'eau en Afrique, et reconnu par l'UNESCO et par ce réseau des musées de l'eau.
Donc, quelque part, c'est un grand patrimoine pour notre Burkina Faso, là, de construire un espace muséal pour que la problématique de l'eau soit bien comprise par les populations. Parce que comme je l'ai dit au départ, mieux on connaît l'eau, mieux on la maîtrise, mieux on peut avancer sur les questions de développement. Mais si on n'arrive pas à même connaître la ressource, c'est difficile. Donc, quand vous rendez, c'est 4 hectares maintenant. Les 8. Le 8. Non, les 2 hectares qui restent. Oui. Parce que les 2 premiers hectares, on a cédé ça. Ça, c'est plus récupérable. Voilà, ça, c'est plus récupérable. Au moins, les 2 qui ont été arrachés récemment, qu'on vous remette ces 2 hectares, voilà, pour que vous puissiez avoir au moins les 8 hectares au lieu de 6. Ça. On vous voit à l'antenne, c'est quand nous sommes passés donc visiter le musée. On va revenir sur les images. On sait que vous nous avez montré en fait l'espace qui a été découpé, délimité, et ensuite il y avait même des briques qui étaient déjà en train voilà, il y a des gens qui avaient commencé des constructions, voilà, des bornages et autres. Ça, c'était quand on sillonnait un peu le terrain que vous nous avez montré. Bon, on espère qu'en tout cas, à partir de demain, M. Samoura, vous allez obtenir gain de cause à justice. Maintenant, plus important aussi, chaque 22 mars, donc c'est la journée mondiale de l'eau, M. Samoura, pour cette année, comment vous comptez marquer cette journée? Ça, c'est vendredi prochain. C'est vendredi, oui. Donc, au sorti du procès, on va aller célébrer la journée mondiale de l'eau. On espère que ça sera une victoire demain. Ok. Donc, le 22 mars, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'eau. C'est retenu par les Nations Unies, c'est connu. Maintenant, dans chaque pays, on retient cette date pour faire des cérémonies. Et comme nous, on parle de l'eau, depuis pratiquement 5 ans, nous sommes dans ce, on va dire, ce rituel de fête de l'eau ou de la foire de l'eau. Chaque 22 mars, nous essayons de faire ce qu'on appelle la journée mondiale de l'eau. Et dans ce site du musée, on reçoit les populations avec lesquelles nous sommes très, très liés. On reçoit les écoles de Saba qui sont également les élèves, les enseignants. On reçoit les autorités administratives, les autorités coutumières, les ONG, les ambassades pour essayer de montrer un peu comment on fait l'approche de la journée mondiale de l'eau. Et cette année, le thème c'est l'eau pour la paix. Et je pense que ça c'est quand même un thème très important dans le contexte du Burkina aujourd'hui. L'eau pour la paix. Ça dit que sans eau, on ne peut pas avoir la paix. Et on voit maintenant qu'il y a une affluence avec tout ce qu'on appelle personnes déplacées. Les gens n'arrivent même pas à avoir accès à l'eau potable comme ça pour les besoins de consommation d'eau personnelle. Même les besoins domestiques, c'est difficile. Même l'utilisation de latrines, c'est difficile. Donc, on n'est pas bien dans notre vivre ensemble lorsqu'on n'a pas de l'eau pour pouvoir faire ce qu'on veut faire. C'est l'eau qui détermine la paix. Lorsqu'il y a l'eau, si vous vous entendez, vous régulez vos actions, vous gérez bien, il y a toujours la paix. Et là, il y a l'eau aussi, au-delà de la paix aussi, il y a la production, il y a la surproduction, il y a tout un ensemble de vie intéressante qui se fait autour de l'eau. Donc le 22 mars au musée de l'eau, nous allons recevoir tout ce beau monde des élèves, des étudiants, de la société civile, les autorités coutumières, administratives. Et maintenant, on va, dans un premier temps, faire on a une grande toile qu'on va appeler la toile de la paix, la toile de l'eau pour la paix. C'est une toile de 3 mètres sur 3, sur laquelle nous allons demander à chaque acteur qui soit venu au musée de porter une petite plume, une touche sur cette toile. Et une plume, c'est quoi? C'est de dire, je suis d'accord pour qu'il y ait la paix, pour que l'eau fasse la paix. Moi, je vais écrire, par exemple, l'eau égale paix. Vous voyez, ça, c'est un discours que je porte. Mais le discours que moi, en tant que spécialiste de l'eau, je vais apporter, va être différent du discours de l'élève de CM2. Peut-être que cet enfant de CM2, il ne pourra pas écrire une phrase, mais il peut faire un petit dessin pour marquer son message. Et ça, c'est important. Cette toile, on la veut grande. On a un artiste, grand artiste qu'on connaît au niveau national qui s'appelle Zabda. Et lui, il est en train
il est vraiment un grand artiste. Hein. Moi, je l'ai découvert le lundi passé au mémorial Thomas Sankara où il voulait faire le lancement parce que le 22 aussi au soir, Zabda au CNSA il va essayer de prester, mais en prélude à la journée mondiale de l'eau, lui, il sera avec nous au musée pour dans prester. La matinée. Voilà, dans la matinée pour prester et parler et lui, il parle de l'eau, de l'environnement. Il parle de l'environnement et qui parle de l'environnement, forcément, va parler de l'eau. Donc, il va venir prester pour le musée, il va venir prester pour la journée mondiale de l'eau. Donc, on va avoir ça. On va avoir aussi ce qu'on va faire. On va faire une découverte du musée avec les élèves, surtout sur les questions de bonnes pratiques hygiéniques. Vous savez qu'on a un petit stade de bon comportement hygiénique où on fait le maracana, on dépose le ballon, on doit tirer et puis marquer. Alors, si on marque, on dit que vous déféquez bien. Si vous ne marquez pas, on dit, bon, vous avez mis à côté. Donc, il faut qu'on travaille à ce que les réflexes, les comportements soient des mécanismes au niveau des écoles. Tout ça, on va essayer de travailler sur ça. On a d'autres aspects au niveau du musée. Il y a les plaisirs et les loisirs de l'eau, sur lesquels on va essayer de travailler pour les enfants. Comment on peut, à partir de l'eau, créer des plaisirs et des loisirs de l'eau. Tout ça, on va le développer à la journée de demain, du vendredi au musée de l'eau. Et la cérémonie, c'est pour quelle heure? La cérémonie, c'est 9h, de 9h à 11h, parce qu'il fait très chaud, il faut le reconnaître. Il faut on ne peut pas garder les gens pendant longtemps, il fait excessivement chaud. Et n'oubliez pas qu'il y a 2 carèmes qui sont, un carême et un ramadan qui sont dedans. Donc, il ne faut pas garder les gens, s'il fait 40 degrés, c'est très difficile, et il y en a qui ne boivent pas. Donc, il ne faut pas garder les gens longtemps. Donc, de 9h à 11h, on pense qu'on doit pouvoir tenir le cap pour que les gens vraiment aillent se reposer. Alors, au-delà de cette célébration, je sais, M. Zamora, que le musée de l'eau aussi a besoin donc je ne vais pas dire d'aller de l'avant ou d'avoir d'autres choses en plus. C'est vrai qu'il y a le problème foncier, mais on suppose que ça sera résolu. Après, qu'est-ce que vous souhaitez comme accompagnement de la part du gouvernement burkinabé? Parce que c'est un musée associatif. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de quoi pour que le musée de l'eau soit encore meilleur? Alors, on a eu la chance que l'agence de l'eau du Nakambe a fait ce qu'on appelle un plan stratégique de développement pour le musée. Okay. Et ça, on va dire que c'est une boussole, c'est un cadre d'orientation du musée sur 10 ans, 15 ans. Et de ce cadre d'orientation, il y a beaucoup d'actions qui ont été inscrites. Et ça a été fait avec nous et d'autres partenaires pour qu'on voit qu'est-ce qu'on peut inscrire dedans. Donc, il y a des parties sur lesquelles on va essayer de faire des plaidoyers auprès du gouvernement, de l'État plutôt. Et il y a des parties qui seront soumises aux bailleurs de fonds. Il y a des parties qui seront soumises à la société civile, ainsi de suite. Chacun de nous doit être capable de donner sa petite contribution. Nous devons être chacun comme des petits colibris. Chacun va apporter son petit bec d'eau pour pouvoir éteindre l'incendie ou pouvoir remédier à la chose pour que le musée grandisse. Donc, de ce plan stratégique de développement du musée, on va le soumettre au ministère de la Culture, au ministère de l'Eau, pour qu'on voit dans un cadre réel comment on peut nous aider à prendre en charge certaines choses. On a d'autres bailleurs avec lesquels on souhaiterait créer des relations. Moi, je reviens de Dubaï il y a un mois de cela, où nous sommes allés discuter avec l'Inde, les Pays-Bas et puis une partie du Soudan qui n'existe plus, mais délocalisée en Ouganda. Et on est en train de voir, plus l'UNESCO bien sûr, on est en train de voir aussi dans ce cadre-là comment on peut nous prendre en charge. Mais eux, on veut travailler sur l'aspect art social, comment on peut développer l'art social au niveau des musées. Et ça, c'est une très bonne approche que nous essayons aussi de développer, qui a vraiment plu aux gens. Donc, on va essayer de ce cadre, de ce plan stratégique de développement, trouver des créneaux de discussion avec les différents partenaires, dont vous, la presse aussi, pour nous aider à construire ce musée. Moi, je vous dis, madame, en toute sincérité, qu'aujourd'hui, le musée dépasse vraiment mes ambitions parce que ça commence à prendre. Et quand ça commence, on va appeler ça une vitesse de croisière. Et quand il y a la vitesse de croisière, il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Mais il faut que les gens mettent vraiment tout
tout ce que chacun apporte. Par exemple, ce n'est pas pour vous faire la publicité, mais je sais que vous avez beaucoup apporté au musée de l'eau. Vous êtes une télévision de proximité. Je le dis très sincèrement et très franchement, vous nous avez accompagnés. Si toutes les presses faisaient de la même manière, je pense que ça pouvait aussi nous aider à aller à l'avant. Et si toutes les différentes entités pouvaient faire la même chose, que ce soit les ONG, les ambassades, et même l'individu lambda qui vient visiter le musée, apporte toujours quelque chose. Parce que quand vous venez, vous avez un regard sur le musée, forcément vous partagez avec les visiteurs ou avec les guides. Et ce partage-là est une contribution pour le musée. Parce que tout n'est pas financier, tout n'est pas matériel. La contribution intellectuelle peut aider à avoir des financements. Et ça aussi, il faut qu'on le comprenne. Donc, on va mener le combat de façon générale. C'est un musée associatif. Et on mène le combat. Inch'Allah, je pense qu'au sortir de cette question foncière, on va remobiliser nos énergies pour que le musée puisse aller. Après la journée mondiale de l'eau, le 22 mars, nous allons faire des appels à plusieurs personnalités au niveau du pays. La situation est très difficile, ça on reconnaît, au niveau national on reconnaît. Si l'État n'était pas dans des conditions, ou du moins si le pays n'était pas dans des conditions comme ça, je pense que l'État allait nous aider pour faire certaines choses. Bon, mais face aux réalités, on est obligé de faire avec. Bien sûr. Merci bien, Monsieur Samoura. C'est fini pour notre entretien d'aujourd'hui. Le temps passe vite, donc le rendez-vous est pris pour le 22 mars. Et tout le Burkina est invité. Musée de l'eau à 9h. Oui. Donc, pour participer à la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Merci beaucoup. Quel serait votre dernier mot à l'endroit des téléspectateurs? J'invite tout le public à venir au musée de l'eau le 22 mars à 9h. À l'unisson pour qu'on puisse célébrer la journée mondiale de l'eau, dont je rappelle le thème, c'est l'eau pour la paix. Nous allons faire une grande toile, nous allons danser avec Zabda, qui est un grand artiste, et traditionnaliste très fort, et que je salue. J'invite tout le monde à venir au musée. Il y en a qui vont découvrir des choses extraordinaires sur le musée, parce que tous les jours, nous sommes comme une termitière, on ajoute la terre à la terre. Donc on va ajouter l'eau à l'eau pour faire ce qu'on va appeler un fleuve, ensuite un océan. Merci beaucoup. Je rappelle que M. Alassane Samoura est le promoteur du musée de l'eau de Motili. Voilà, donc le musée est ouvert aussi au public. Vous pouvez aller visiter. On s'arrête ici pour l'entretien. Nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. Cette fois-ci, nous allons découvrir un livre ensemble. Il s'agit du livre intitulé « Le repère pour une jeunesse éclairée et une Afrique de gloire ». Nous sommes avec l'auteur sur ce plateau, M. Isaka Kouraogo. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour, Madame Nikema. Bonjour à tous les téléspectateurs de Savane Média. Merci beaucoup à vous d'être là. Alors, on parle aujourd'hui de repères pour une jeunesse éclairée et une Afrique de gloire. Mais d'abord, Monsieur Kouraogo, aujourd'hui, vous êtes passionné de communication, vous êtes écrivain. Mais ça a été quoi votre parcours scolaire universitaire? Alors, Madame Nikema, encore une fois de plus, merci. Il faut dire que dans le livre, je n'ai pas présenté en fait mon parcours scolaire universitaire. J'ai tout simplement voulu présenter les qualités et les valeurs que je défends. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, pour moi, même si le parcours scolaire et universitaire est important, le livre tel qu'intitulé défend beaucoup plus, disons, la dignité africaine et fait la promotion de nos valeurs. Voilà pourquoi j'ai voulu m'inscrire dans la logique du livre en ne présentant uniquement que les valeurs et les qualités. Les valeurs et les qualités, c'est bien intéressant. Mais est-ce que vous avez plutôt un parcours de littéraire ou de scientifique? J'ai fait la faculté de géographie à l'université. Après ça, j'ai embrassé la profession de conseiller de jeunesse et d'éducation permanente, mais beaucoup plus passionné de la communication. Je pense que beaucoup de gens me connaissent dans la communication. Passionné de la communication, vous avez dit que vous êtes animateur ou que vous avez animé des émissions. C'est une passion pour vous, selon vous. Alors, animer, c'est dans quel domaine? Bon, il faut dire que j'ai animé beaucoup d'émissions dans certaines radios et même dans certaines télé, web TV, où
Il s'agit d'animer des thématiques en lien avec la jeunesse, l'entrepreneuriat et souvent la géopolitique. Voilà, je pense que j'ai fait aussi la chronique dans certains médias, voilà, que ce soit à la radio ou à la télé, sur les sujets d'actualité politique. Parlons maintenant de votre livre intitulé Le repère pour une jeunesse éclairée et une Afrique de gloire. Qu'est-ce qui vous motive à la base à écrire Le repère? Oui, le repère pour une jeunesse éclairée et une Afrique de gloire, voilà, tel est intitulé le livre que j'ai dédicacé le 27 janvier 2024. Alors, le livre fait état des avancées constatées sur la qualité de la masse et des gouvernants en Afrique. C'est un livre qui incite donc à une prise de conscience générale pour la défense de l'Afrique. C'est un livre également, voilà, qui invite la jeunesse et l'ensemble de la population africaine à s'assumer et à refuser toute forme de victimisation pour la construction, ou plutôt pour la naissance d'une société autonome qui est convaincue de son avenir. Est-ce que l'idée c'était de faire sortir votre opinion sur la géopolitique en général? Je pense que le livre africaine également embrasse la géopolitique, même au-delà de l'Afrique, ça part même jusqu'à la géopolitique internationale. Voilà. C'est après avoir constaté effectivement ce brouillard en fait du cadre de référence, voilà, en Afrique, voilà, que j'ai été inspiré d'écrire ce livre que j'ai commencé d'ailleurs depuis 2019, voilà, sa rédaction. Alors, c'est un livre dans sa globalité, voilà, qui s'appuie en fait sur l'histoire de l'Afrique. Parce que dans le livre, vous allez voir que la première partie est consacrée entièrement à un bref rappel historique de l'Afrique. Voilà. Cela voudrait dire qu'on ne peut pas en fait construire l'avenir sans en fait connaître le passé. Le passé permet en fait justement de mieux se pencher sur certaines questions afin de projeter certaines choses pour l'avenir. Vous avez justement mis l'accent dans la première partie à 3 chapitres, hein, une partie qui comporte 3 chapitres sur l'histoire de l'Afrique. Vous avez parlé de l'Afrique berceau de l'humanité pour vous et vous avez donné des explications. Vous avez parlé de l'Afrique de la colonisation et de l'Afrique des indépendances. Pourquoi rappeler cette... vous avez dit que pour vous, c'est important de rappeler cette histoire parce que c'est important de savoir d'où l'on vient. Alors, quelle est la leçon, en fait, à tirer de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'aujourd'hui on a traversé de l'histoire de l'Afrique, de la colonisation jusqu'aux indépendances? Vous savez, l'histoire de l'Afrique, elle a été à un certain moment tronquée, voilà, par certains auteurs. Voilà, il a fallu attendre, disons, certains érudits de l'Afrique, notamment les Joseph Kizerbo, Cheikh Anta Diop, voilà, qui ont travaillé pour écrire, disons, une autre histoire de l'Afrique. Je pense que dans le livre, je m'appuie sur ces auteurs-là pour en fait revenir sur l'histoire de l'Afrique, pour, disons, donner la vraie histoire de l'Afrique, celle qui a été donc écrite par nous-mêmes. Voilà, donc c'est dans le sens justement de faire comprendre à la jeunesse, ou dirais plutôt à l'ensemble de la population, qu'il y a certaines choses de notre histoire qu'il fallait véritablement revoir. C'est vrai que c'est connu de certains, mais il y a certains qui ne le savent pas. Donc j'ai voulu faire la synthèse de tous les travaux de ces grands auteurs pour justement, voilà, en quelques chapitres de résumé, pour permettre en fait à la jeunesse de lire et de comprendre en fait l'histoire proprement dite de l'Afrique. De l'Afrique, c'est important. Je pense que bon, sur la question, j'ai eu la chance aussi d'être accompagné par Dr Yacine Ouedraogo, voilà, que je salue en passant parce que c'est lui-même qui a dédicacé le livre. Il est enseignant-chercheur en histoire à l'université Najib Boni de Bobo de la Source, également écrivain. C'est vrai que nous on a eu, il a préfacé en fait votre livre et nous on a eu à le recevoir quelquefois ici pour parler de l'UMC Livre. Alors on continue à découvrir le repère et au chapitre 4 et 5, je pense que vous faites le diagnostic de la jeunesse africaine, la conscience et la mentalité de la jeunesse africaine que vous résumez dans ces chapitres. C'est quoi en fait la mentalité de la jeunesse africaine pour vous?
Alors, de nos jours? De nos jours, quand nous essayons de jeter un regard sur l'ensemble de la jeunesse en Afrique, notamment aussi en nous appuyant sur certains écrits, voilà, on constate que nous avons une jeunesse en fait qui est divisée en deux catégories. Il y a une jeunesse qui croit en l'avenir, qui se bat dans tous les milieux, que ce soit au niveau scientifique, au niveau donc de professionnel, pour en fait permettre à l'Afrique donc de sortir de l'ornière. Il y a également une jeunesse qui est totalement dans la léthargie, une jeunesse qui ne croit pas en l'avenir, une jeunesse qui est formatée, disons, par certains systèmes éducatifs qui ne sont pas adaptés. Donc c'est ça nous disons, nous appelons la jeunesse à s'armer davantage, à prendre davantage ses responsabilités, afin que nous puissions ensemble développer l'Afrique et créer toutes les conditions nécessaires pour une Afrique de gloire. Une Afrique de gloire. Et le chapitre 4-5, développé dans la partie 2, il faut le rappeler, au 6e chapitre développé dans la partie 2, vous parlez de la source du mal. C'est quoi la source du mal de l'Afrique selon vous? Voilà, la source du mal ou encore les racines du mal. Pourquoi l'Afrique est dans cet état? Pourquoi on n'arrive pas à se développer depuis l'avènement des indépendances depuis plus de 60 ans? Alors que l'histoire dit que il y a des pays qui, dans les années 60, étaient presque au même niveau de développement que certains pays de l'Afrique. Et aujourd'hui, ces pays sont développés. Pourquoi cela est comme ça? Donc nous avons dit, il y a des choses, il y a des éléments qui expliquent en fait ce retard de développement à tous les niveaux. Et nous disons d'abord qu'il y a le problème en fait de nos systèmes éducatifs aujourd'hui qui ne sont pas adaptés. Voilà. En fait, les systèmes éducatifs étaient donc élaborés juste pour former des gens pour servir, alors que nous avons besoin des gens pour créer. Alors donc c'est ça nous disons, le système éducatif pose défaut et qu'il fallait véritablement travailler sur ça. Le deuxième élément, il y a le problème également de la gouvernance. Quand on parle de la gouvernance de nos États en Afrique, bon, on a eu peut-être la malchance de n'avoir pas en fait, des régimes révolutionnaires qui ont duré dans le temps. Généralement, quand ça commence, ça ne prend pas assez de temps et puis voilà, on éteint cette révolution. Alors que quand on parle des grandes nations aujourd'hui qui sont très bien développées en Europe, c'est des nations qui sont passées par des grandes révolutions, qui ont duré dans le temps. Et aujourd'hui, ces gens combattent en fait toute forme de révolution chez nous. Ils disent que non, il faut forcément s'aligner dans leur système démocratique. Alors que moi, je propose une autre forme de démocratie. Je crois que le colonel Mohamed Kadhafi l'a expérimenté en Libye avec la Jamaïria. Je pense qu'il n'y a pas de démocratie qui soit imposée. Toute démocratie doit être inventée par chaque peuple. Voilà, selon les réalités du terrain. Voilà, donc c'est ça, je dis que voilà, à ce niveau, le problème de la gouvernance pose également problème. Il y a le non-maîtrise de la technologie. Quand on prend aujourd'hui notre monde, lorsque vous ne maîtrisez pas la technologie, il est compliqué pour vous. Donc, cela appelle justement à la formation de cette jeunesse-là, afin qu'on puisse acquérir la technologie et pouvoir booster notre développement. Et bien sûr, la troisième partie s'intéresse aux fondamentaux du changement. Est-ce que vous sentez le changement venir en Afrique? En commençant par le Burkina. Oui, bien entendu. Dans le livre même, j'ai expliqué en m'appuyant sur un des géopoliticiens belges, Luc Michel, qui travaille beaucoup sur l'Afrique, qui a beaucoup écrit sur l'Afrique, où il a expliqué dans un de ses livres qu'aujourd'hui, on constate en fait qu'en Afrique, bien avant l'avènement, disons, de l'AES, il l'a expliqué depuis les années 2014, qu'on constate en fait qu'aujourd'hui, en Afrique, les masses sont en avance plus que les dirigeants. Parce que vous savez, déjà dans les milieux des populations africaines, les gens manifestaient déjà depuis beaucoup d'années, depuis plusieurs années, la volonté en fait d'aller vers l'indépendance totale. Les gens manifestaient déjà en fait leur désir de souveraineté, leur désir véritablement de ne plus se faire victime. On a de plus en plus de jeunes qui sont décomplexés, qui arrivent à se libérer entièrement. Donc nous disons qu'il y a effectivement ce changement, mais avec l'avènement, disons, je veux dire l'AES en général, de ce qui s'est passé au Mali, au Burkina et au Niger, on voit que
voilà, on est sur le point véritablement de partir vers une Afrique véritablement unie. Parce que dans le livre, j'ai dit, les États-Unis d'Afrique sur la philosophie de ses pères fondateurs ne marchent pas. Vouloir une Afrique unie à partir de tous les pays, au départ, ça ne marche pas. Il faut partir d'un noyau. Et je pense que c'est ce noyau. Et les autres vont finir par rejoindre après. Je pense que l'Union européenne est partie même sur cette base. Les États-Unis d'Amérique, c'est parti sur cette base. On ne peut pas vouloir des États-Unis d'Afrique sur la base de tous les États qui vont adhérer au départ. Ça ne marche pas comme ça. Donc c'est dans ce sens, je dis, il y a effectivement un constat de changement dans les mentalités en Afrique. Et je pense que c'est un effet qui est à la faveur aujourd'hui de nos autorités actuelles. Si dans n'importe quel pays où les dirigeants vont commencer donc à poser des actes de souveraineté, ils auront l'accompagnement de la masse. Voilà, ce n'est pas comme dans les années 1984-87 lorsque les Thomas Sankara étaient en avance par rapport à presque la majorité de la population qui peut-être certains n'ont pas trop compris. Voilà. Il n'y a pas de développement sans souffrance, ça n'existe pas dans le monde. Voilà. Toute histoire heureuse que vous voyez, tout événement heureux qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont souffert il y a longtemps. Voilà. Si aujourd'hui peut-être on est assis, soit disant même si on n'est pas totalement indépendant comme on le veut, il y a des gens qui ont fait le travail dans les années 1960 pour que le Burkina Faso existe. Il faut reconnaître le travail de ces gens et encourager également ceux qui ont de nouvelles visions, ceux qui ont véritablement de nouvelles idées pour aider, pour appuyer, propulser en fait ce développement-là. Et vous accordez une grande partie aussi à la jeunesse, d'où justement le titre repère pour une jeunesse éclairée, une Afrique de gloire. La quatrième partie s'intéresse au combat de la jeunesse, où vous parlez de l'unité de la jeunesse, les défis à relever. C'est quoi en fait la grande part, ou en tout cas, quel devrait être le combat de cette jeunesse-là, son rôle? Voilà, je dis dans le livre, j'appelle la jeunesse à libérer entièrement la pensée. C'est un livre qui appelle à la libération entière de la pensée et aller à l'action sur plusieurs plans, que ce soit sur le plan de la maîtrise de la technologie. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui s'essayent dans beaucoup de domaines, en créant des drones, etc. Je pense que c'est le chemin qu'il faut à l'Afrique. Le combat est à ce niveau. Le combat également aujourd'hui, c'est à la jeunesse de prendre sa responsabilité entière et partout. Voilà, il ne faudrait pas aujourd'hui qu'au niveau de la gouvernance, on laisse nos pays seulement aux mains de quelques individus qui arrivent donc à manipuler l'ensemble de la masse. À ce moment, moi, je n'accuse pas ceux qui dirigent, mais c'est l'ensemble de la masse qui accepte de se faire victime d'une minorité de personnes. Il faudra prendre ses responsabilités et se lancer même dans l'action politique pour justement s'assumer. Je vois qu'actuellement, c'est ce qui se passe dans certains pays en Afrique. Et c'est ça, en fait, le rôle de la jeunesse. Mais j'appelle également la jeunesse ici, justement, l'un des défis à relever, c'est le défi, par exemple, de la défense militaire. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui sont engagés volontairement pour défendre la patrie. Et je dis bien oui, il n'y a pas un pays qui peut être indépendant sans la maîtrise de la technologie militaire. C'est compliqué. Voilà. C'est vrai, le monde aujourd'hui semble être dans une démocratie. Pour moi, c'est une démocratie de façade. La réalité dans la géopolitique internationale, c'est la force. Les gens se passent de la force pour s'imposer. Et l'Afrique ne pourra pas s'imposer tant qu'elle ne va pas maîtriser cette technologie militaire-là. Donc, il n'y a pas de jeu à ce niveau. Des gens peuvent dire que c'est comique, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on ne pourra pas se faire respecter dans le Conseil des Nations sans armes. Ce n'est pas possible. Voilà, donc, on ne peut pas se faire défendre par des gens et vouloir justement élever sa voix. Okay. Ça ne fonctionne pas de cette manière. Donc, c'est tout ça, moi, je résume en disant que le combat est très énorme. Mais les défis, je crois que je l'ai, décrit à 5 niveaux. Voilà, dans le livre, Le Repère. Le Repère. Merci bien. On est en train de signaler que le temps est terminé, Monsieur Kourago. Néanmoins, où est-ce qu'on peut avoir votre livre intitulé Le Repère et à quel prix? Voilà, Le Repère est disponible à Ouagadougou à la librairie Mercury, juste côté ouest du Siao. Le prix du livre est à
4500 francs. On peut également le retrouver dans certaines régions, à Bobo du Lasso, à Kaya, à la librairie chez étudiants, à Coupéla, au lycée Wandiam de Coupéla. Bon, dans beaucoup de rues, je pense que sur ma page Facebook, je l'ai. La page Facebook, ça donne quoi? Issa Kassidbe Kourao. J'ai listé voilà, les librairies dans lesquelles on peut retrouver le livre un peu partout au Burkina. Parce que bon, le temps est vraiment court. On ne peut pas tout citer toutes les librairies. Ok, merci beaucoup. Merci et bon vent au livre Le Repère intitulé Le Repère pour une jeunesse éclairée et une Afrique de gloire. Merci, Monsieur Issa Kakourago, d'être passé sur notre plateau. On va dire au revoir aux téléspectateurs ensemble. Merci à vous de votre fidélité. À Bonjour le Faso. Le rendez-vous est pris pour demain, jeudi, pour d'autres aventures. Portez-vous bien à l'écoute.